Une grande conférence de presse à la De Gaulle. Emmanuel Macron va présenter ce soir les grands axes de l'action qu'il entend mettre en œuvre avec son nouveau Premier ministre pour relancer un quinquennat à la peine. Rendez-vous donné donc à 20h15 au beau milieu des journaux télévisés avec le souci de s'adresser au plus grand nombre à cette heure de grande écoute devant des centaines de journalistes. Et peut-être que François-Xavier Gisbert en fera partie. On va lui poser la question. Non, c'est vrai ? Ça fait très longtemps que je ne vais pas dans les conférences de presse. Même pour poser des questions au président. J'ai un peu honte pour notre métier, cette espèce Pourquoi ? Comment dire, les confrères, les rires, le côté un peu, courtisan. Convenu. Oui, je me sens pas tellement à ma place. Alors c'est vrai, je reconnais que j'ai fait souvent les dernières conférences de presse. La dernière conférence de presse de Mitterrand, la dernière conférence de presse, je crois, de Chirac. Enfin, mais c'est vrai que je suis pas un habitué des conférences de presse. Alors François-Xavier Gisbert, alors là, c'est typiquement un peu la caricature de l'entre-soi. Vous voyez, 52 ans de journalisme, vous avez dirigé peut-être un peu plus. Je compte plus. Hein, vous savez. Vous comptez plus. Ouais. À partir d'un certain moment, de toute façon, ça change tout le temps l'âge. Hein, donc, faut mieux pas compter. On a l'âge de ses artères et de ses cellules. Merci. Journaliste, éditorialiste, écrivain franco-américain, faut-il le rappeler. Tragédie française, c'est le 3e tome de vos réflexions intimes sur la 5e République après le sursaut. Réflexion, anecdote aussi. Oui, il y a de tout. Oui, alors, vous notiez tout dans des carnets, c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Enfin, je prenais des notes déjà. Donc, en fait, j'avais une malle pleine de carnets remplis de notes. Et puis, stupéfaction, enfin je le savais, mais je ne sais pas que c'était aussi long. J'avais tenu mon journal pendant cette époque, c'était évidemment extrêmement pratique. Et donc vous découvrez en fait des histoires que l'on découvre dans un autre contexte. Oui, enfin surtout, je me rends compte que je me suis souvent raconté des histoires, c'est-à-dire que la mémoire, elle invente. Et au fond, c'est bien d'avoir tenu son journal parce qu'on revient aux faits et c'est vraiment les choses telles que je les ai entendues. François-Xavier Gisbert, alors d'abord une question liée à l'actualité quand même. Si vous étiez donc ce soir, ou si vous aviez décidé de vous rendre à la conférence de presse, quelle question poseriez-vous à Emmanuel Macron ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. On est beaucoup dans la com. Hein. Emmanuel Macron a beaucoup de talent. Son Premier ministre en a énormément, le jeune Gabriel Attal. Et simplement, au départ, ce sont quand même, comme je l'ai dit dans un éditorial du Point récemment, mais ça m'est venu comme ça, le côté fils de pub. Vous savez, cette expression un peu culte de Jacques Séguéla. Mais c'est vrai qu'ils sont d'abord dans la com. Et donc, j'aimerais dire, qu'est-ce que vous allez faire sur les vrais sujets ? Les vrais sujets, c'est-à-dire l'endettement de la France, qui est provoqué par l'augmentation exponentielle des dépenses publiques. Hein. Nous sommes recordman du monde dans notre pays en matière de dépenses publiques, c'est complètement insensé. Évidemment, on a un niveau de prélèvement obligatoire beaucoup plus élevé que tout le monde. Et puis, une dette qui ne cesse d'enfler. Alors, vous me direz, il y a pire que nous. Mais très souvent, pour qui c'est pire que nous, je pense au Japon ou à l'Italie, ils ont une dette principalement qui sont liées à leur pays, c'est-à-dire ce sont les habitants de leur pays, je pense les Italiens, les Japonais, c'est une dette qu'ils détiennent eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous empruntons à l'étranger, c'est-à-dire c'est une dette c'est plus facile, vous voyez, quand c'est le pays, parce que un peu d'inflation vous arrange le coup, vous lissez ça sur 20 ans et vous rattrapez le pognon. Là, c'est tout à fait différent. C'est une dette au Qatar. Hein, d'ailleurs, le Qatar est presque chez lui en France. Hein, faut bien voir. Regardez, vous avez des hommes politiques qui gagnent leur vie grâce au Qatar, qui tiennent des propos quasi qataris, etc. Enfin, des personnalités, il y en a beaucoup. Hein, je vise donc le risque est d'être vendu à l'étranger. Bah, et puis la Chine aussi. Et c'est simple, ça sera pas facile de dire ah bah non, on va effacer la dette. Bon, sûrement on pourra aménager, mais tout ça, si vous voulez, n'est pas sérieux. En plus, vous avez un autre point important qui est l'immigration incontrôlée. La France est une terre d'immigration. Je dis pas qu'il faut arrêter l'immigration. Je dis juste qu'il faut simplement la contrôler. Pardonnez-moi, je sais que tout de suite je vais être traité de raciste, mais contrôler, c'est très simple. C'est-à-dire comme on l'a toujours fait, comme on doit le faire. Sinon, c'est absurde. Et donc, voilà, ça, et puis je peux continuer comme ça. Il y a d'autres sujets, la réindustrialisation, etc. Et moi, j'aimerais qu'on parle de concret, c'est-à-dire de dossiers. Et pas, vous voyez, parce que
objectivement, François-Xavier Gisbert, il y a 30 ans, ces questions se posaient aussi. Et quand vous étiez patron du Nouvel Obs, vous étiez plutôt sur un positionnement un peu différent, non? Non. Vous n'avez pas pensé... Pas très, parce qu'il y avait Jean Daniel au Nouvel Observateur qui voyait... non, sur l'endettement, j'ai toujours été sur cette position, ça c'est clair. Mais sur le déclinisme, sur le déclinisme, écoutez, moi je ne suis pas décliniste. D'ailleurs, vous le dites d'ailleurs en ouverture. Je dis tout le temps, je ne suis pas décliniste, parce que je pense simplement qu'il suffit d'agir. Sinon, ceux qui poussent au déclin sont ceux qui disent que c'est foutu et que voilà, il n'y a plus rien à faire. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Donc, moi, j'aime la France. Je suis patriote parce que je pense qu'effectivement le patriotisme est une valeur qu'il faut faire venir. On a eu à assister ces dernières années. Mais c'était impossible à dire il y a 30 ans. Une sorte de destruction des valeurs. Ah oui, mais il y a 30 ans, je disais déjà. Ah non, attendez, excusez-moi. Non, alors j'ai changé sur certains points. Non, c'est pas ça. J'ai changé sur certains points. Ça, d'ailleurs, je le dis dans le livre. Et puis, je raconte mon histoire de manière la plus honnête possible et je me fais pas de cadeaux. Mais je peux pas dire que j'ai viré à 180 degrés. Alors, je sais, quand je suis passé brusquement du Nouvel Observateur au Figaro Magazine, Figaro quotidien, où j'ai travaillé longtemps, 10 ans, que j'ai dirigé pendant 10 ans, je dois dire que effectivement là les gens avaient le sentiment de changer de monde, mais enfin j'ai gardé les mêmes amis, j'ai continué. Je voyais d'ailleurs Jean Daniel, j'étais parti parce qu'on s'entendait plus du tout. Je raconte tout ça, qui était le patron du Nouvel Observateur à l'époque. Mais si vous voulez, c'était pas un changement politique. On croit souvent que les journaux sont des chapelles ou des églises, vous voyez, ou des petits partis politiques. Ça n'a rien à voir. Vous savez, ce que je voulais dire, François-Xavier Gisbert, c'est que vous êtes l'un des interprètes les plus renommés de la place de Paris, du monde politique. Et donc, en 50 ans, vous avez interprète observateur. Et donc, vous avez été aussi, certains vous qualifient de médiacrate, etc., au cœur donc de ce système-là que vous avez vu évoluer, ce qui donne évidemment 3 tomes tout à fait intéressants, passionnants, Histoire intime de la Ve République, mais ce qui aussi peut amener à considérer que vous auriez pu peut-être donner des signaux d'alerte, d'être plus vigilant. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que c'est le rôle du journaliste? C'est le rôle du journaliste, bien sûr, et puis je crois l'avoir fait. Parce que le décrochage de la Ve République date de quand? Le décrochage, il date vraiment de 1981, à mon avis. Vous savez, quand vous regardez bien... Et pas Maastricht, 92. 1958, non. Ça continue. 1958, la France est par terre. De Gaulle reprend tout, refait tout, de A à Z. Il refait la maison. Une nouvelle constitution, un plan de rigueur absolument maousse, qu'on ne supporterait pas aujourd'hui. Il supprime même des pensions d'anciens combattants, vous vous rendez compte? Enfin, bon, bref, il crée d'ailleurs les conditions pour qu'il y ait une croissance absolument incroyable en France, qu'on n'aura plus jamais après, une croissance à la chinoise, c'est-à-dire des taux de croissance de 6-7% sous Pompidou, qui continue le travail de Gaulle. Giscard, on peut dire, le continue aussi, sauf que Giscard, il a affronté 2 chocs pétroliers, et ça, c'est épouvantable. Et si vous voulez, à côté des chocs pétroliers, c'est sûr que, par exemple, l'affaire du Covid, ou toutes ces affaires dont les... Ce ne sont pas des équivalents. Non, c'est la roupie de Sansonet à côté. C'est très violent. Bon, à partir... Il réussit quand même à redresser au moins l'économie, parce qu'il y a un chômage de masse qui commence à s'installer. Là-dessus arrive 1981, la gauche, où je compte d'ailleurs beaucoup d'amis, à commencer par Michel Rocard. À l'époque, je suis au Nouvel Observateur, et je suis même nommé chef du service politique, alors que Jean Daniel sait, parce que je m'en suis pas caché, que j'ai voté Giscard en 1981. Pourquoi j'ai voté Giscard? Parce que j'étais pas giscardien, mais j'étais absolument choqué par le programme économique de la gauche, qui d'ailleurs, c'est le programme du Père Noël. On rasait gratis, la retraite à 60 ans, etc. Tout ça, il allait falloir payer. Nationalisation. Nationalisation, mais pas que ça. C'est-à-dire, on va s'en sortir en augmentant la dépense publique. Il n'y a pas plus débile. C'est une idée qui accourt souvent à gauche. Mais c'est du Keynes, le grand économiste, mal compris, mal digéré. C'est-à-dire, augmentons les dépenses, il y aura de la croissance. On a vu le résultat. Ça a été une catastrophe. Et si vous voulez, à partir de là, il y a l'idée, c'est pas grave, on laisse filer les dépenses, on s'en fiche. Et si vous voulez, il y a une sorte de...
Oui, je dirais la politique, c'est devenu la politique à partir de 1980, que ce soit la gauche ou la droite, laissons pisser le mérinos. Et il y a une c'est forme ça de... la vraie histoire. Et si vous voulez, moi, on peut pas dire qu'en 1980, j'étais un fan de la politique économique. Vous prenez tous mes papiers, si vous voulez, on peut les regarder ensemble. Je passais pas pour tel, et d'ailleurs, François Mitterrand ne voulait pas me voir. Mais François Mitterrand, j'étais très lié à lui, parce qu'au début des années 70, j'étais un petit journaliste. Et il aimait bien. C'était un Pygmalion et il m'a fait énormément lire énormément de choses. Et franchement, moi j'aimais beaucoup Mitterrand. J'aimais Mitterrand, l'homme privé. Je n'aimais pas, le démagogue électoraliste qui a fait n'importe quoi sur le plan économique. Et c'est vrai que la chute, elle commence à partir de là, le déclin, si vous voulez, puisque c'est comme ça qu'il faut parler. Oui. Mais si vous voulez, après. Après, quand c'est lancé, l'affaire est lancée, ça continue. Vous voyez ce que je veux dire? Et 40 ans ont passé sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Oui, alors de temps en temps, il y a eu des petites tentatives. Il y a d'ailleurs, sur l'endettement, il y a Chirac qui a repris un peu les choses en main à un moment donné. Chirac, il dormait beaucoup, et puis de temps en temps, il se réveillait. Alors, il se réveillait sur le voile, il se réveillait, vous voyez. Mais en fait... Aviez-vous été sollicité, François-Xavier Gisbert, avez-vous été sollicité au début des années 80 pour prendre les rênes, par exemple, du Figaro Magazine, qui se présentait comme une sorte de nouvelle Obs de droite contre François Mitterrand? Non, j'ai été sollicité pour rentrer avec le Powell, au Figaro. J'étais sollicité pour rentrer au Figaro au quotidien par Robert Hersan quelques temps avant de l'être à nouveau et d'accepter. La première fois, j'avais refusé de manière un petit peu cavalière. D'ailleurs, ils s'en rappelaient. Et puis, pourquoi ? C'est-à-dire que Hersan me l'a dit d'ailleurs Robert Hersan, qui était le patron du Figaro et du groupe, enfin un immense groupe qu'on appelait le groupe Hersan à l'époque. Je me souviens, il m'a dit je vous fais venir au Figaro pour vous coupiez tous les cordons ombilicaux de la rédaction avec les partis politiques de droite, comme vous avez fait au Nouvel Observateur, parce que c'est vrai qu'au Nouvel Observateur, la première chose, j'avais là-dessus le soutien du patron du Nouvel Observateur, du propriétaire, Claude Perdriel, il ne faut jamais l'oublier, il a un rôle très important, qui était absolument sur la même ligne que moi. Il fallait couper les cordons ombilicaux, c'est-à-dire faire du journalisme indépendant. Voilà, moi, ça a toujours été c'est-à-dire, je me vois... J'aime pas l'idée de me mettre dans la roue d'un parti politique ou d'une personnalité politique. C'est pour ça on dit change, girouette. Eh ben oui, mais c'est comme ça, c'est pas une girouette, c'est le boulot. Le boulot, moi je ne fais pas mon métier pour faire élire Trucmuche ou Tartampion, et je fais mon boulot pour défendre des valeurs. D'abord la vérité, et puis aussi d'autres valeurs. Là on parlait tout à l'heure de la destruction de valeurs, parce que c'est très important dans ce déclin. Vous n'avez pas seulement une sorte d'effondrement économique, vous avez un affaissement des valeurs. La valeur travail, détruite par le gouvernement Jospin dans les années 2000, souvenez-vous, avec cette stupide loi des 35 heures, une espèce de 35 heures obligatoires pour tout le monde, c'était ridicule. Et d'ailleurs, c'était presque une mesure antisociale, parce que souvenez-vous, c'est de là que date l'espèce de rupture entre la classe ouvrière et la gauche et le Parti socialiste, parce que la classe ouvrière, évidemment, elle voulait travailler plus. C'était les cadres et les bobos qui étaient heureux de cette réforme des 35 heures. Ils le sont toujours, d'ailleurs, ils l'adorent. Mais donc, vous avez, si vous voulez, j'ai bien dit, la destruction de la valeur travail, ça c'est vrai. Destruction de la valeur, disons, patriotique, identité, etc. Tout ça, c'était des valeurs, d'ailleurs, très souvent des valeurs que la gauche et la droite partageaient ensemble. Et vous avez assisté à une espèce de... Donc, vous avez un effondrement économique et aussi, je dirais, un affaissement civilisationnel. Des valeurs. Des valeurs, c'est important. Pour avancer dans un pays, on a besoin de valeurs. Vous parlez de tartufferie nationale dans Le Point pour qualifier la polémique Amélie Oudéa-Castéra. Oui, bien sûr, mais c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire qu'on prend un truc... je ne sais pas ce qu'il en est de cette histoire, d'une certaine manière, je m'en moque. Bon, le site Mediapart que la presse adore, parce que c'est site d'extrême gauche, voilà, on connaît très bien... c'est très amusant d'ailleurs. Plenel s'est fait beaucoup d'argent avec ça, et tant mieux, je suis content pour lui, il peut gérer ses millions maintenant. Mais tout ça, avec évidemment tout ça, la bonne conscience. Vous auriez pu créer un Mediapart d'ailleurs. Oui, mais moi je ne suis pas, je suis pas dans un projet personnel vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Oui, mais pour ça, il faut avoir l'idée. Voilà, je prends des risques. Dans ces cas-là, on prend des risques, puis en même temps, on veut se faire sa plotte. Moi, c'est pas mon idée. Vous voyez, j'aime bien travailler partout.
changer. C'est mon état d'esprit. Je suis une liberté d'action. Nomade. Je suis une sorte de nomade. C'est vrai que je reconnais. C'est un défaut d'ailleurs aussi, parce que on peut se dire que tout ça est très discontinu, mais je m'en fiche. Je vis un peu au jour le jour. Il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est ma devise. C'est l'empereur Marc Aurèle, qui était d'ailleurs un grand philosophe, qui l'a dit, et c'est très beau. Il y a aussi « à te droit de vivre et vis chaque jour comme si c'était une vie en soi ». Ça, c'est le stoïcien Sénèque qui a dit ça, et c'est absolument magnifique. Donc voilà, vous savez, ce sont des petites maximes que vous gardez comme, évidemment, une sorte de leçon de vie. Donc, Oudéa Castéra, pour reprendre le nom de cette personne qui est poussée aujourd'hui à la démission, si on lit certaines presses. Oui, mais ça, c'est logique, ça, c'est toujours comme ça. Mais si vous voulez, vous voyez, moi, les petites campagnes... moi, franchement, en plus, je trouve qu'il y a une polémique dans la nomination d'Amélie Oudéa Castéra. Il y a une polémique, c'est effectivement pourquoi nommer à ce ministère très important quelqu'un qui aura en charge les Jeux Olympiques de 2024. Ouais, c'est quand même, c'est un travail à temps plein. Bon, en plus, on lui colle ça. Donc, il y a un problème d'organisation au départ. Moi, je ne comprends pas ça. Mais sur cette affaire, bon... elle a prêché par naïveté, c'est-à-dire elle a fauté, péché par naïveté, c'est-à-dire elle a répondu à la question. Dans ces cas-là, on dit ça vous regarde pas. Ou on dit, comme l'a dit un député socialiste, oui, j'ai mis mon fils dans l'enseignement privé pour différentes raisons. Vous voyez, des choses comme ça, mais on rentre pas dans les détails. Là, elle est rentrée dans quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Je ne sais pas. Elle a l'air gênée. Elle a rappelé la prof. Elle va aller. Mais si vous voulez, moi, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est pas le sujet. C'est-à-dire que la presse, notre presse, sans doute parce qu'elle est gangrénée par une sorte d'ultra-gauchisme, parce qu'il faut appelons un chat un chat, absolument frénétique. Si vous voulez, dès qu'on est ministre, on est une cible. Moi, je suis pas là-dedans. J'aimerais juger les gens sur les dossiers, sur les affaires, qu'on ait le temps de connaître l'affaire, parce que regardez, le pauvre François de Rugy, cette histoire des homards, absolument ridicule, parce que quand on regarde ça, il n'y avait rien dans le dossier. Le type était déjà parti, parce qu'évidemment, il supportait pas la pression. Je veux dire, vous voyez, on a une façon en France aujourd'hui de faire de la politique qui est une façon... Donc vous n'auriez pas publié les photos du homard comme l'a fait Mediapart? Vous n'auriez pas sorti l'affaire du homard? Oh bah si je pouvais, si je trouvais que Mediapart faisait du grand journalisme, franchement ça se saurait. Je pense que non, c'est pas tout à fait, non, c'est pas du tout ma conception. Moi j'ai des valeurs. Et François Fillon, pareil, vous n'auriez pas sorti l'affaire François Fillon? Ah non, mais ça j'aurais sorti, ça n'a rien à voir. L'affaire François Fillon, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? C'est une enquête. C'est une enquête en tant que telle. Alors, je ne sais pas comment elle est arrivée, ça, c'est un autre problème. C'est certainement des sources socialistes, enfin, on connaît à peu près l'histoire. Mais si vous voulez, là, c'est tout à fait différent, c'est une enquête. Moi, je publie des enquêtes, mais je ne publie pas un truc qui est lancé contre quelqu'un sans qu'il y ait vraiment... D'ailleurs, il n'a pas les moyens de répondre, il s'est enferré dans ses réponses. Puis, je veux dire, vous avez François de Rugy, et puis l'affaire Blanquer, regardez, il saute pour une histoire de truc de week-end, à Ibiza. Non, mais c'est grotesque, ça. C'était encore un soi-disant scoop de Mediapart. Enfin, c'est comique. Quelqu'un qui va passer quelques jours... Oui, mais ça marche. À Ibiza, l'hiver, vous voyez, ça coûte ça coûte rien. Il fait froid, il y a du brouillard. Et ça marche, effectivement. Et ça marche. Parce que la presse est... fondamentalement, hélas, moutonnière. Moi, j'essaie de me tenir à part. Et vraiment, comment dire, ce côté mouton de Panurge, il faut lire Rabelais, on est complètement dans l'univers de Rabelais, tout le monde se copie, tout le monde s'imite, tout le monde dit la même chose. Et moi, oui, ma ligne, c'est toujours de me tenir un peu à l'écart, avec, disons, essayer de garder toujours un peu de recul. On verra, on a le temps, on n'a pas besoin d'aboyer tous ensemble en meute. Voyez. Alors, François-Olivier Gisbert, il y a peut-être une contradiction sur le mot tragédie, puisque vous avez dit « je ne suis pas décliniste ». J'estime que c'est ceux qui disent « tout est foutu » qui, en fait, sont dans le mauvais camp d'une certaine façon et qui précipitent la fin de l'histoire. Le propre de la tragédie, c'est qu'on connaît la fin quand même. Donc là, on peut en sortir, en fait. Il n'y a pas de contradiction. C'est-à-dire que, tragédie française, nous vivons une tragédie. Ça va très mal. La France va très mal. Elle décroche. Vous voyez que sur le plan de l'industrialisation, on a encore reculé en 2023. Non, mais surtout, on est les derniers en Europe. L'industrialisation, on est les derniers ex aequo avec la Grèce. Vous voyez ce que ça veut dire? Et quand vous regardez le déficit du commerce extérieur, vous avez compris. Il y a quelque chose qui ne va pas.
hein, structurellement. Alors je sais, beaucoup d'imbéciles de droite et de gauche nous ont expliqué pendant des années, c'est pas grave, on fait du tertiaire, c'est fini l'industrie. D'ailleurs la gauche elle-même disait, c'est fini la classe ouvrière. Elle a laissé la classe ouvrière au Rassemblement national, hein, parce que la gauche l'a cherché, tout ça. La situation actuelle, c'est vraiment en abandonnant d'ailleurs les valeurs, la valeur travail, en suivant la valeur Terra Nova, etc. En suivant Terra Nova, c'est pas grave. La gauche maintenant c'est les bobos. Les bobos, est-ce que ça fait une majorité? Non. Je pense que la gauche, si vous voulez, elle s'est vraiment suicidée. On peut dire on a assisté à une sorte de suicide. Et là aujourd'hui, elle est hors jeu, et elle est peut-être hors jeu d'ailleurs pour plusieurs années. C'est malsain. C'est malsain parce qu'un pays normal, une belle démocratie, elle a besoin d'une droite et d'une gauche. Alors, comment en sortir, puisque si la tragédie n'est pas écrite d'avance? Alors justement, mon projet, il était construit très simplement. Histoire intime de la Ve République, c'est en 3 tomes. C'est le sursaut, la belle époque, comme une pièce de théâtre. Vous avez le sursaut, c'est quoi? C'est De Gaulle. De Gaulle qui arrive en 1958, la France est par terre. 15% d'inflation, des déficits partout, c'est une horreur, c'est pas géré. Et en plus, il y a la guerre d'Algérie à côté et disons l'essentiel de l'opinion qui veut que l'Algérie continue à rester française. Et De Gaulle redresse tout, remet tout en route. La belle époque, acte 2, 2e tome, c'est l'époque de Pompidou et de Giscard, qui sont les disciples et en même temps les assassins du général, mais qui ont travaillé avec lui et qui, au fond, travaillent tous à l'intérêt général. Très important. Intérêt général. Ça c'est la grande idée permanente de Gaulle, l'intérêt général de la France. Et au fond, ça marche plus ou moins bien. C'est vrai que Giscard doit affronter les 2 chocs pétroliers, mais objectivement, il s'en est pas mal sorti. Hein. Et il a laissé, disons, une France à peu près bien gérée à François Mitterrand en 1980. Là, c'est la catastrophe qui commence. Mitterrand, qui considère que l'économie, c'est pas forcément important, s'est fait bourrer le mou et le crâne par toute une série de jeunes courtisans, qui vont d'ailleurs après virer dans le libéralisme. Je pense à Laurent Fabius, libéralisme, le social-libéralisme. Et puis, je pense aussi, alors là, il est plus âgé, qui est Pierre Bérégovoy. Bon, ils vont passer d'ailleurs d'un extrême à l'autre, mais enfin, au départ, ils sont allés à gauche toutes. Et vraiment, l'économie s'effondre. Et à partir de là, si vous voulez, vous avez donc, c'est l'acte 3, c'est-à-dire acte 3, tragédie, mais la tragédie, elle peut se terminer par un épilogue, ou si vous voulez, il n'y a pas de suicide sur scène. Ça peut être un acte 4, c'est-à-dire le 2e sursaut. Et je pense que, si vous voulez, on descend une pente, mais ça, on va pas se raconter de blagues. Enfin, faut arrêter de dire que tout va bien. Ça, vous n'êtes pas macroniste, je pense pas. Non, c'est pas vrai, tout ne va pas bien. Et le pays ne se réindustrialise pas, contrairement à ce qu'on raconte. Donc, voilà. L'idée, quand même, c'est que il y a de l'espoir à un moment donné, quand on sera bien bas. Hein, très bas. Il y aura le 2e sursaut. Oui, voilà. C'est la fin de la tragédie française. C'est comme ça que je termine ce livre. Et c'est la fin de notre entretien. Merci beaucoup, François-Xavier Gisbert. Toujours trop court, bien sûr. J'espère que vous reviendrez aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans l'invité de la rédaction. À bientôt.